Ceci est un livre audio autogénéré par Google. De la fermeture de Sangatte à la fermeture de la jungle. 1999. La guerre du Kosovo crée un afflux important de réfugiés dont beaucoup échouent à Calais. Le 23 septembre, dans un ancien hangar d'Eurotunnel, le centre de Sangatte est ouvert et est confié à la Croix-Rouge. Prévu pour accueillir 200 personnes, il en accueillera jusqu'à 2000. Les réfugiés sont surtout kosovars, afghans, iraniens, irakiens, érythréens, somaliens, soudanais. Ils fuient les guerres, les persécutions, les dictatures, l'enrôlement de force dans l'armée, la misère. Mai 2002, Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur. Il se rend à Sangatte et décide de fermer le centre. Le hangar est démoli en décembre de la même année. 2007, la fermeture du centre de Sangatte n'a pas réglé le problème de l'immigration. Les migrants sont toujours aussi nombreux et répartis tout le long de la côte, dans des villages de l'arrière-pays, au centre-ville de Calais et aux abords, dans la jungle. 2009, maintenant président de la République, Nicolas Sarkozy demande à Éric Besson, ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale, de fermer la jungle. Calais. 1347. Les 6 bourgeois de Calais, illustrés par le sculpteur Rodin, remettent les clés de la ville aux Anglais qui la placent sous leur domination pendant 200 ans. 19e siècle. La ville connaît un nouvel essor maritime, notamment par le trafic des voyageurs entre Calais et Douvres. Les ouvriers anglais importent leur métier à Tulle, à Calais. Ils en font la capitale mondiale de la dentelle. De nombreuses crises diminueront considérablement cette activité qui subsiste encore aujourd'hui. 1994, l'ouverture du tunnel sous la Manche, l'Eurostar, l'autoroute A16 font de Calais la capitale du transmanche. 2010, avec ses 73 000 habitants, Calais est le 2e port mondial de voyageurs, le 4e port de commerce de France. Gare du Nord. Les pigeons sucent contre le toit de verre. Marque de milliers de pattes le sol gris, entre les pas des hommes. Les pas des hommes sont permis. Pas leurs mains. Interdites les mains mendiantes des pauvres airs, disparus à la sauvette à la première patrouille de cuir. Le rail est unique qui destine Calais. Dans la somnolence du jour et la cohue misérable des voyageurs, nous prenons le train. Les compartiments dorment dans les habitudes indolentes, fourmillent d'écrans mous qui jouissent du monde. Les nouvelles y déboulent, s'indifférents. Aujourd'hui on y entend la voix héroïque d'un navigateur solitaire du Vendée Globe. Il a dématé. Le beau bateau est en danger. Quand nos yeux clos se rouvrent, la gare de Calais s'annonce. Les pigeons y sont des mouettes, mais elles en refusent la prison et gardent le ciel. Maintenant, il faut nous réveiller et voir. Voir le quai Moselle. Les marmites de la Belle Étoile. La lente avancée des petits pas jusqu'à la roulotte chaude. Les bras de Monique. La plongée des louches, les barquettes que leurs doigts agrippent. Assis en rond sur les graviers, les tessons de bouteilles, ils mangent, parlent, et leurs dents, leurs yeux brillants s'activent de vie, de force. Au-dessus des têtes, les mouettes balancent, crient le large, le combat. Distribution des repas par la Belle Étoile. Vachir revient du vestiaire Notre-Dame. Sous l'unique arbre du quai Moselle, les Érythréens, les Soudanais se regroupent, isolés. Car même ici les peuples nus s'excluent. Les méfiances serpentent entre les groupes. Le sang des guerres noie-t-il les hommes? Que faudra-t-il donc pour que s'assèchent les rivages? Et qu'ils puissent aborder? Les hautes grues du port-est respirent le ciel, veillent vers le phare blanc tourné. Veille-t-elle le quai Moselle? La belle étoile que le beffroi de briques domine? Au chenal, les gros ceilings blancs joyeux manœuvrent plein de monde. Sur le pont, les voyageurs font des au revoir frétillants coupés des traits de goélands bonasses. À Contremer, eux se remettent à marcher. Ils marchent tout le temps. Ils ont grandi en marchant. Ils sont partis enfants, ont traversé la moitié du monde. Les mers, des déserts, des terres, des cailloux, des mers. Les bateaux tombaient leurs frères, au fond de l'eau. Les camions ils étouffaient, glacés comme des bouts de viande. Ils ont marché, marché, marché. Près des chameaux brûlés au soleil brûlant, ils ont marché. Ont avalé le sable et le sel, tordu leurs pieds, pansé les blessures rouges. Sont repartis. Le long des routes, des rails, par-dessus les clôtures, à bout de ciel, toujours plus loin du pays meurtri, de la mer épuisée, la fratrie éclatée. Ils fuient. Arrivent en hommes.
Debout face au port. Au camion encore. La nuit. Attendre la nuit pour passer. Muhammad a des yeux de nuit. Le mystère d'un pays. D'où vient-il? De l'Érythrée, dit-il. Mais je ne pourrai plus jamais y retourner et je ne peux pas rester ici. Je dois continuer. Ne plus avoir d'amis ni de famille, c'est très dur. Les yeux de nuit mouillent dans l'aube incertaine. Rectifie aussitôt l'idée de l'autre. Je n'ai pas fui pour des raisons économiques. Non. Je veux être libre, c'est tout. Pouvoir parler. Autour du café, on se réchauffe. Avec les camels aussi. Merci. Les cheveux noirs de Muhammad ondulent jusqu'à son épaule au cimeterre tatoué. Sous la fine moustache, les lèvres sont sûres. Il protège, tel un d'Artagnan d'Arabie, le jeune forêt, aventurier du Soudan. 1 an de voyage jusque Calais. 1 an sans nouvelles de la mère et du père laissé. Il s'amuse de la multitude des autos ici. Dans mon pays, il n'y a que les soldats qui ont des autos. Ils sont levés et marchent ensemble, disparaissent derrière la belle étoile. Beaucoup se blessent ou se tuent en tombant des camions, racontait Muhammad. D'autres guettent la camionnette bleue de Michel et Mariam. 9 personnes, pas plus par voyage. Pour les douches du secours catholique. Ils appellent Mariam. Mariam. Pour qu'elle les prenne, elle explique, tempère, rit avec eux qui rient de l'avoir grondé. Ils sont si jeunes. Par moments ils m'appellent maman, dit Mariam. Et les voilà en route dans la camionnette de la gendarmerie. Une ancienne camionnette, sourit Michel, bien pratique pour le transport. Mais elle ne s'ouvre pas de l'intérieur. Rue Anatole France, c'est une maison de briques tranquille. Les maisons voisines s'étirent avec des courettes et des jardinets. Jackie, Michel et Mariam distribuent savon, serviettes. Ils montent et descendent les marches, posent à peine. Les tapisseries anciennes du secours catholique racontent une histoire de maison où il faisait bon. La camionnette part, revient, repart, chargée d'adolescents turbulents. Les douches moussent. Ils veulent être propres avant la rue, la jungle sale et la nuit froide. Les cabines téléphoniques abondent. Des minutes d'Angleterre, des secondes d'Irak s'envolent au-dessus de Calais. Ils voudraient être des ondes. Passer en un instant pour être vite auprès des parents si distants. Ils déambulent d'un point à l'autre avec des sachets de plastique, des provisions, de la mousse à raser. Bientôt sur la manche grise les cylindres allumés glissent, s'éloignent. Il leur faut attendre. Marcher encore. Regarder la vie de la ville, les automobiles, les magasins pleins, les femmes jolies, les employés pressés, les cafés chauds, les enfants, leurs parents. Marcher. Être regardé parfois. Continuer. Une rue puis une autre. L'infini carré des rues. L'éternel mot de passe à tous répété, Angleterre. Un dernier saut pour elle. Ils ont des muscles d'athlètes. Une obsession de marathon a noirci leurs yeux. Durci leur éclat. On les voit forts, joyeux et nerveux. En petits groupes, toujours. À la vie, à la mort. Salam alaykoum. Ils filent, rapides, avant d'être remarqués. Ils vont, viennent des rues vives à la voie ferrée qui longe l'usine Thioxide. Ils traversent et retraversent les rails pour la rue Pontrouille. Il est là, leur logis. La jungle. On ne sait d'où vient le lieu dit exotique. Les arbres y sont maigres pourtant. Comme les araignées qui tissent, délicates, de faibles toiles aux gouttes d'eau vacillantes. L'humidité peut être synonyme les lieux. La boue alourdit les pas, trace les voies. L'herbe tassée indique les passages, comme les chevreuils dans les forêts. Pour nous servir de guide, il y a Moustache qui embarqua un jour pour Sangatte et n'en revint pas. Ma vie, c'est de m'occuper d'eux. Il marche devant, il écarte les branches, crie à tue-tête, note à Fred. Note à Fred. Britou. Britou. Pour qu'il ne se sauve pas, qu'il sache que c'est lui, Moustache, leur ami de la jungle. Il parle fort comme s'il avait toujours à convaincre. Il montre les tipis. Du tronc des arbres, ils ont dressé des tentes bancales, de leurs feuillets déployés des toits. Des nappes cirées, des bouts de plastique, des couvertures bariolées. L'humidité perle au coin. Personne cet après-midi. Elles sont comme des cabanes d'enfants. Moustache dit que si on les rencontre, il faut faire un signe de reconnaissance, appliquer le poing fermé sur le cœur puis serrer la main et à nouveau fermer le poing sur le cœur. Croix de bois, croix de fer? Ils sont des enfants et Moustache au béret basque se voit berger ou chef apache.
À la lisière de la jungle, les chiens impeccables du club d'agility zigzaguent entre les bornes rouges et blanches, trottinent dans de petits tunnels, aboient aux ordres secs de leur maître. La rue Pontrouille mène à la rue des Garennes. Les rails, les barbelés blancs la bordent, protecteur fixe de la blanche usine Thioxide. Elle éteint au mur que de longues cheminées prolongent en fumant sans fin dans le ciel. Avant le stop de la rue des Garennes, Moustache dit que les camions ralentissent puis s'arrêtent. C'est là qu'ils montent sous les bennes, entre les essieux. Ils calent leur sac à dos pour ne pas se blesser, puis ils baissent la tête. Une fois, une femme enceinte a perdu son fœtus à cause des vibrations. Après le stop, on tourne à droite jusqu'au rond-point. De grosses flèches au sol forment des conduits que rappellent des panneaux bleus, exit-sortie. Derrière les piquets et les barbelés, des portiques lumineux signalent l'embarquement des camions et des autos. Les breaks de la police et de la gendarmerie tournent, réguliers, de la ville au port. Le soleil d'hiver éclaire leur marche décidée. De la Belle Étoile à Salam, il y a les pas d'un après-midi. À 18h, les bénévoles de Salam amènent les marmites et les jerrycans d'eau au hangar Paul Dévaux. Ils sont plus de 200 qui s'alignent sagement et tendent leurs mains au bras de Sylvie. Elle manie la louche, la plonge, la remonte pleine de pâte chaude, charrie les barquettes qui partent vers Marion pour les morceaux de viande, Laetitia donne le pain, il défile silencieux, s'incline d'un merci, s'assoit enfin. Non, je ne suis pas lasse, répondait Sylvie, ils sont devant moi, il faut bien faire quelque chose. Ils mangent en se serrant les uns contre les autres, comme s'ils appartenaient à la même portée affamée. Ils se relèvent vite, impatients gamins que les jeux taquinent. Souvent, Sylvie joue avec eux à la diseuse de bonne aventure. Ils lui montrent leurs paumes de main. You 10 days. You 3 weeks. And you soon, very soon. Ils se réjouissent de l'oracle. Ils passeront en Angleterre. Pour les pieds écorchés, les têtes enrhumées, les bobos, elle trie la bétadine, le doliprane et les pansements des cartons qu'on leur apporte. Un vieux bénévole passe devant les files, un peu inutile, cherche une demande, un geste, s'arrête aux côtés de l'étudiante lilloise dont les mains donnent, répartissent, signent des mots muets. J'ai connu la guerre. Quand nous nous sommes sauvés en 39, on était comme eux. Aujourd'hui on est tranquille, mais qui vous dit que dans 15 ou 20 ans nos enfants ne devront pas se sauver comme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.